Aujourd'hui, je vais vous parler du 13e numéro d'Instant de Belgitude que je vous ai concocté et qui s'intitule Est-ce que le féodalisme serait une bonne solution pour la Belgique? Tout d'abord, qu'est-ce que le féodalisme? Selon le Robert, je cite, qui appartient à un fief, à l'ordre politique et social fondé sur l'institution du fief. Selon le Larousse, je cite, régime politique et social d'Europe occidentale du Xe au XIIIe siècle et qui reposait sur la constitution du fief, régime politique et social d'Europe occidentale. Celle-ci, dans les territoires de l'actuelle Belgique, commença à exister à partir du IXe siècle. La fidélité était très importante car celle-ci liait un suzerain avec son vassal, cérémonie s'appelant l'hommage. La société féodale était une société qui comptait trois ordres, le tiers-état ou laboratores, ceux qui travaillent, le clergé ou oratores, ceux qui prient, les laboratores, ceux qui se battent, et chacun de ces ordres se soutenait mutuellement. Par exemple, le tiers-état travaillait et nourrissait les deux autres ordres. Le clergé priait pour les deux autres ordres et les bellatores défendaient les deux autres ordres. La plupart des gens travaillaient la terre, même si la plupart des paysans étaient attachés à une terre. Il y avait néanmoins les alletiers, qui étaient ceux qui avaient leur propre terre, les paysans qui possédaient leur propre terre, appelés manants, et qui n'étaient pas soumis au seigneur, mais qui demandaient sa protection. Lors des temps de guerre, les paysans allaient dans le château du seigneur, néanmoins les manants devaient payer un certain nombre de taxes et devaient se plier à la juridiction seigneuriale. Ils devaient faire des corvées pour les seigneurs. Ils devaient aussi s'occuper des dommages causés par les animaux de compagnie du seigneur. Les manants avaient certains droits, comme d'avoir un héritage immobilier et que leurs impôts étaient toujours fixes. Chez les manants, il y avait un autre type de personnes, mais qui n'étaient soumis pas du tout de la même manière aux seigneurs. Ils étaient appelés les serfs. Contrairement aux autres manants, les serfs étaient attachés par obligation à la terre du seigneur. Les corvées étaient beaucoup plus présentes. Ils devaient payer des taxes, que cela soit en nature ou en cash. Ils n'avaient droit de rien posséder en dehors des choses vitales, évidemment sauf de l'argent dont ils s'étaient privés. La femme ne pouvait se marier à un étranger au fief que sur l'accord du seigneur. Le clergé percevait une taxe et ce fut le cas chez tous les manants sur ce que le sol produisait. Les seigneurs ne pouvaient chasser. Non, les serfs, qu'est-ce que je raconte comme bêtise? Les serfs ne pouvaient chasser, le seigneur seul le pouvait. Le clergé, durant la période médiévale, fut à la tête de certaines seigneuries qu'il racheta et il fit construire des hôpitaux et maisons-dieux. Pour devenir chevalier et pour guerroyer, il fallait se faire adouber, et celui-ci devait tenir un serment de protection des faibles et d'obéissance à Dieu. C'est grâce à la cérémonie dite de l'hommage qu'un suzerain donnait à son vassal des terres. Il est intéressant de noter que le duché de Brabant possédait des terres très riches et par conséquent les ducs de Brabant ont voulu, grâce à leur puissance financière mais aussi leur légitimité, avec le titre que leur a conféré l'empereur germanique de l'époque de Dux Lotharingia, qui signifiait chef de Lotharingie. Et donc par conséquent, les ducs de Brabant avaient en quelque sorte la mission de reconstituer les territoires de l'ancien duché de Basse-Lotharingie. Cependant, en 1190, à cause de la diète de Schwabisch Hall, Henri Ier a vu son autorité grandement diminuer, à un tel point qu'il n'avait seulement de l'autorité que sur son fief. Malgré la violence de ce choc, les ducs de Brabant ont réussi à annexer des territoires et à consolider leur pouvoir grâce à la haute avouerie dans les territoires ecclésiastiques et en plus par la féodalisation des nobles locaux. L'entourage du duc de Brabant était surtout composé de gens venant de la partie centrale et méridionale du duché. Il est intéressant de noter que les témoins présents durant les rédactions des chartes ducales ont diminué, passant de 55% durant la période de 1190 à 1235 et entre 1248 à 1261 à 22%. Une preuve supplémentaire que le duc de Brabant a renforcé son pouvoir, alors qu'avant, il n'y avait pas de preuve totale que les chartes étaient réellement réelles, c'était juste que des formalités administratives, des procès-verbaux. C'est à la suite de la régence de la duchesse Aled que désormais les gens les plus importants de la cour devaient imposer leur cachet pour prouver qu'ils étaient témoins et que donc le document était valide.
Les groupes les plus présents étant les membres de l'ancienne noblesse et l'ordre des chevaliers. Il est intéressant de noter que ce système féodal dans le duché de Brabant a mis des limites à son duc, avec ce qui s'appelait la joyeuse entrée en 1356. Le duc était tenu de bien gérer son territoire et de respecter les privilèges. Le pouvoir du duc de Brabant, appelé aussi prince, et de ses institutions n'était pas très imprégné dans certaines régions de son duché. Certaines fois, c'étaient d'autres nobles qui prenaient le relais dans certains territoires. Dans la moitié du territoire, ce fut les seigneurs locaux et les institutions ecclésiastiques qui s'occupaient de la nomination des échevins. Avant l'époque des ducs de Bourgogne, les seigneurs étaient heureux d'avoir un rôle politique plus important que les villes. C'est avec la révolte contre l'Espagne qui conduisit les nobles à perdre leur pouvoir, mais la noblesse avait encore néanmoins une place encore importante dans le duché de Brabant, notamment dans certaines institutions. Il est intéressant de noter que dans ce système féodal, il y a eu plusieurs chartes dans le duché de Brabant qui ont permis à la population de se doter d'un certain nombre de libertés. Les ducs de Brabant, pour certains d'entre eux, ont été opportunistes, prenant parti pour différents pays et changeant de camp pour pouvoir agrandir leur territoire. C'est grâce à Guillaume Cliton, alors comte de Flandre, qui a permis aux bourgeois des villes d'avoir la possibilité de pouvoir avoir un contrôle sur celles-ci, grâce aux franchises accordées par le comte de Flandre. Le comté de Flandre a été vassal du roi de France après que les tisserands de Bruges aient été matés en 1349. Le comte de Flandre allait cesser automatiquement de se soumettre au roi de France. Par la suite, le comté de Flandre va connaître des années fastes avec par exemple une certaine tranquillité politique et sociale, mais aussi une modernisation des institutions. Tout comme chez certains ducs brabançons, certains comtes de Flandre allaient préférer basculer du bord français ou anglais et vice-versa, faisant face à des représailles pour le parti lésé. Le comté de Flandre avait beaucoup d'avantages d'être à l'embouchure de fleuves importants permettant le développement du commerce international. Au niveau administratif, le comté de Flandre était subdivisé en 4 parties appelées membres. Dans le comté de Flandre, la fonction de châtelain fut très importante et qui fut en quelque sorte une fonction de protobailli, comme nous pouvons le constater. Le comté de Flandre était un État moderne grâce à ses dirigeants qui ont permis la centralisation du pouvoir plus tard. Il ne faut pas oublier que la Flandre était aussi vassale de l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Par conséquent, cela lui a permis de gagner en autonomie, une partie de ses territoires étant au-delà de la frontière sous influence française. Les villes dans le comté de Flandre avaient beaucoup d'autonomie et de prestige économique, car celles-ci pouvaient par exemple négocier avec des dirigeants de pays étrangers. Les vassaux avaient tendance la plupart du temps à respecter le comte de Flandre. Le comté de Hainaut a toujours été lié au comté de Flandre jusqu'à la moitié du XVIIe siècle. Celui-ci a été une terre du Saint-Empire. La Flandre a commencé à perdre du territoire face à la France progressivement entre le XIe et le XIIe siècle. Et la bataille de Bouvines fut l'humiliation qui a conduit à leur vassalité face au roi de France. Le comté de Flandre fut un État éminemment moderne. Celui-ci fut créé après la rédaction du capitulaire de Cuerzy-sur-Oise par Charles le Chauve, rendant la fonction de comte héréditaire. Le comte de Flandre n'avait pas de capitale fixe. Celui-ci se déplaçait pour prendre la température concernant la situation des différentes régions de son comté. Le comte de Flandre avait gardé certains droits des empereurs carolingiens. Les ressortissants devaient respecter la paix de Dieu. Le comte avait le droit de police, il pouvait frapper monnaie, droit qui appartenait normalement au roi. Il avait le droit de haute justice et de droit féodal. Le comte était le seul à lever des troupes et à construire des châteaux. Les auliques étaient dans le comté de Flandre à la cour des comtes, qui étaient des officiers en charge d'un office. Les conseillers du comte étaient ses domestiques. Le chancelier du comte de Flandre vérifiait si les actes du comte étaient authentiques. Il était le trésorier du comte. C'étaient les vassaux du comte qui étaient dans la curia. Dans la curia, les vassaux conseillèrent le comte et fournissèrent une aide militaire. Le territoire du comté de Flandre était divisé en châtellenies. À la tête de ce château, il y avait des bourggrafes. Ils n'étaient que des représentants du comte. Le comte de Flandre, par rapport au roi de France, possédait quasiment les mêmes pouvoirs que celui-ci et ne devait pas lui rendre compte. La Flandre impériale était une terre où le comte de Flandre
accordait des territoires à ses vassaux à l'est de l'Escaut. Plus tard, dans les pays bourguignons, le Grand Conseil de Malines allait raboter les compétences du comté de Flandre. Le prince-évêque de Liège avait, tout comme le comte de Flandre, les pouvoirs régaliens. Cependant, il avait plus de pouvoir législatif que le comte de Flandre, car celui-ci possédait un pouvoir sur la basse et la haute justice. La différence entre lui et le comte de Flandre venait aussi du fait qu'il possédait beaucoup de richesses en patrimoine foncier. Cependant, il devait allouer un tiers de ce patrimoine pour les communautés religieuses, un tiers pour lui-même, sa manse, et puis un autre tiers pour ses vassaux. Le prince-évêque, lui seul, pouvait accorder ou non tel ou tel fractionnement territorial féodal. Étant donné que le prince-évêque faisait partie de l'Église, il était par conséquent l'ordinaire, celui qui avait la juridiction d'un diocèse. Le prince-évêque de Liège avait le pouvoir aussi d'excommunier par conséquent. Dans une société très catholique, cela signifiait à l'époque la mort sociale. C'est sous le règne du prince-évêque Hugues de Pierrepont que durant cette période, il y eut une centralisation importante, en effet, car les membres de la curie épiscopale avaient pour beaucoup d'entre eux été évincés à la place de ceux-ci. Le prince-évêque avait mis des évêques auxiliaires qui ont permis au prince d'allouer certaines de ses responsabilités religieuses à ceux-ci. Cependant, ils étaient temporaires et révocables. Puis, il y avait leur équivalent judiciaire avec les baillis et les mailleurs. Un autre prince-évêque de Liège, qui fut probablement le plus connu, fut Adolphe de la Marck. Celui-ci a donné une importance à la chancellerie et lui a permis de se développer avec plus de membres, et les membres allaient être dotés de plus de prérogatives. La Manse fut gérée différemment qu'avant. Un conseil princier fut créé, les domestiques devenaient très importants aux yeux du prince, car ils furent ses confidents les plus intimes. Les officiers épiscopaux firent partie de lignages, mais qui n'étaient pas héréditaires. Nous avions ensuite un hôtel épiscopal qui tenait des cellules de crise en cas de situation critique. Durant le XIIe siècle, les princes-évêques allaient se succéder à cause de l'effondrement du pouvoir de l'empereur du Saint-Empire, et ceux-ci allaient prendre position pour le pape. À partir du XIVe siècle, les différents princes-évêques de Liège vont être alliés du roi de France. C'est avec ce qui fut appelé le sens du pays que les nobles purent participer au pouvoir législatif. C'est à la deuxième moitié du XIIe siècle que la curie épiscopale alla se vider de sa nobilité, ce qui allait conduire à la désertion des nobles lors d'une bataille opposant la principauté ecclésiastique de Liège et du duché de Brabant. Bref, cette principauté devait conserver un équilibre fragile pour rester stable. C'est entre 1331 et 1347 que deux évêques vont vouloir imposer les conseils municipaux mixtes. Cependant, les différents métiers vont réussir à se faire entendre car les puissants refusèrent que les bourgmestres furent élus séparément, que les conseillers, et c'est en 1424 que les métiers ne pouvaient plus élire. Et il n'y avait que 22 commissaires qui furent élus à vie. La paix de Fex fut un tournant majeur pour la principauté ecclésiastique de Liège, permettant le partage du pouvoir entre le pays et le prince-évêque. Comme j'ai pu l'expliquer précédemment, le comté de Hainaut fut en union personnelle avec le comté de Flandre et l'espoir était revenu lorsque la dynastie des Baudouins fut au pouvoir. Entre 1127 et 1158, l'État était très centralisé. La noblesse n'avait pas son mot à dire. Les biens, cependant, étaient mieux organisés. Par les comptes, les bourgeois recevaient moins de chartes de franchise. La défense des villes fut renforcée. Ce n'est qu'entre le XIVe et le XVe siècle que l'administration fut différente, car celle-ci prit désormais compte des langues locales, mais aussi des différentes institutions. Ce n'est qu'à la moitié du XIVe siècle que les États du Hainaut allaient être créés, regroupant les trois ordres qui donnèrent leur accord ou non pour l'impôt. Il est intéressant de noter qu'au début du comté de Hainaut, les comtes étaient reconnus comme commesses et exerçaient leur pouvoir comme des comtes, mais n'étaient pas reconnus comme tels. Pourtant, grâce à l'absence du pouvoir impérial, cela permit au comté de se développer. Dans le comté de Hainaut, Mons, malgré son importance, ne possédait pas de charte, mais définissait le sens du droit. Le comté de Hainaut, à partir de 1158, allait se décentraliser et il allait aussi avoir par conséquent un processus prédémocratique, avec la loi de Pryche permettant aux habitants de la région de l'ouest d'Avesnes de bénéficier d'un affranchissement complet, mais aussi de la taxe du cens et d'acquérir librement des terres.
si les personnes juraient la paix. Le comté de Luxembourg a été constitué, en tout cas la majorité du temps, par des achats des seigneurs locaux de leurs terres par le comte de Luxembourg, devenant suzerain des seigneurs qui ont vendu leurs biens. Par exemple, Wenceslas II va avoir une politique dite d'engagère, vendant puis pouvant racheter le duché de Luxembourg à sa guise. Les comtes engagistes étaient ceux qui avaient acheté le Luxembourg et légaux ceux qui n'avaient plus de pouvoir sur celui-ci. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'entre les villes de Metz et de la ville de Luxembourg, beaucoup d'alleux ont été donnés à des chevaliers, mais qui n'étaient pas seigneurs. Les comtes luxembourgeois allaient peu à peu délaisser leur comté de Luxembourg pour peu à peu avoir une influence de plus en plus forte sur la politique du Saint-Empire. Et Charles IV fut un comte qui devint Saint-Empereur et qui rédigea la bulle d'or qui mettait par écrit le fonctionnement des institutions du Saint-Empire. C'est le 27 juin 1794, avec la bataille de Fleurus et le début de l'occupation française, que prit fin la féodalité et les droits féodaux. Ce qui est assez intéressant de noter, c'est qu'avant l'abolition des droits féodaux, les contemporains de cette époque ont considéré que les charges seigneuriales étaient beaucoup moins fortes qu'en France. C'est officiellement le 17 octobre 1797, avec le traité de Campo Formio, qu'en échange de Venise, les Habsbourg acceptaient de céder les Pays-Bas autrichiens à la République française. Comment est-ce que j'imagine une Belgique féodale aujourd'hui? Concernant les comtes de Flandre, étant donné que la branche principale de ceux-ci s'est mélangée avec la branche bourguignonne, les seuls prétendants crédibles du comté de Flandre sont, au niveau des vicomtes d'Immerseel, le prétendant est Olivier van de Werve d'Immerseel. Concernant la branche Van de Schild, le prétendant est Johan van de Werve de Schild. Concernant la branche de Vorselaar, le prétendant est Léon van de Werve de Vorselaar. Concernant la principauté de Liège, ce n'est pas très compliqué, car étant donné que c'était un système électif, il n'y avait pas de famille régnante. Concernant l'un des successeurs possibles pour la future principauté de Brabant, ce serait Guillaume de Hesse-Philippsthal, la branche de Hesse-Kassel-Philippsthal. Concernant la lignée de Battenberg, issue de Darmstadt, ce serait Stéphanie Michel de Bourbon, qui serait duchesse aujourd'hui de Brabant. Et concernant la branche de Hesse-Kassel, ce serait Régnier de Hesse-Kassel, qui serait le prétendant. Concernant la lignée de Hesse-Darmstadt, ce serait Heinrich Donatus de Hesse, qui serait le prétendant. Concernant le comté de Hainaut, les prétendants seraient les suivants, de la maison de Croy-Reux, Adrien de Croy-Reux, Rudolf von Croy-Dülmen et le prince de Croy-Colalto, Emmanuel. Concernant le prétendant de la famille Goblet d'Alviela, ce serait Michael Goblet d'Alviela. Et puis, la prétendante de la maison de Lannoy Saint-Empire, ce serait Johanne de Lannoy. Et nous avons aussi comme prétendant le comte Hugues de Lannoy et aussi Stéphanie de Lannoy. Nous avons aussi la maison de Ligne comme prétendant, nous avons Michel de Ligne. Concernant le prétendant de la famille de Presles de la Nièvre, nous avons Maria Maurice Juliette Van Horn et Yves de Presles de la Nièvre. Et concernant le comté de Luxembourg, ce serait Guillaume de Luxembourg qui serait prétendant. Pourquoi je ne serai jamais un nationaliste? Car tout simplement le terme de nationalisme a été utilisé par les révolutionnaires de 1789, ce qui a détruit énormément de cultures, même dans les territoires belges, et ce qui causa le génocide vendéen. Cela a causé des ravages considérables en Europe. Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, il y eut l'Holocauste, mais aussi la destruction des cultures allemandes et langues allemandes. Avec la fin du fédéralisme, Hitler s'est comporté comme un jacobin. Le nationalisme est aussi responsable du génocide arménien, le génocide au Rwanda, etc. Je me sens féodaliste, car il est nécessaire aujourd'hui de décentraliser de façon accrue la Belgique pour créer une fédération belge. Je suis féodaliste, car je jure fidélité au roi et à l'Église. Je suis féodaliste, car je considère que nous devons revenir à une société où l'on jurait fidélité, où le mensonge n'avait pas sa place, et aujourd'hui c'est l'exact opposé. Concernant la politique interne, la Belgique, qui sera appelée la Fédération belge, car en effet les provinces modernes de la Belgique, tout comme les départements français, ne représentent aucune réalité identitaire. Un système organique est le meilleur moyen de préserver les identités belges.
au lieu d'avoir des régions artificielles, nous aurons une décentralisation accrue de la Belgique avec la recréation des États précédant la création de la Belgique, comme le comté de Flandre, la principauté ecclésiastique de Liège, le duché de Brabant, le comté de Hainaut, le comté de Luxembourg, etc. Ce sera tellement mieux que des sales gauchistes qui sont à des postes bien confortables et qui pensent à la prochaine réélection. Là, les différents nobles penseront à leur descendance en administrant ces territoires, à part le prince-évêque de Liège qui n'aura pas de descendance. Il y aura, à l'échelle du fédéral, deux parlements. L'un sera un parlement avec des aristocrates, Aristos les meilleurs, et l'on ne parle pas des nobles, mais des plus vertueux, des historiens, des scientifiques, etc. Puis il y aura des députés qui n'auront pas de parti politique, car ceux-ci limitent la liberté des individus, les composants. Et les partis doivent se vendre dans les élections actuelles. Et c'est très malsain, car c'est une logique marchande de choisir un candidat, pas forcément car c'est le meilleur, mais parce qu'il sait se vendre. Les députés seront de gauche et de droite, sans parti. Ce seront les corporations qui enverront et qui voteront en interne. Pour chaque corps de métier, un représentant qui siégera dans l'Assemblée, et puis nous aurons la boulée, comme chez les Grecs, où des personnes au hasard seront choisies et elles pourront choisir ou non d'accepter les responsabilités. Le salaire de député sera diminué par rapport à aujourd'hui et les députés ne pourront pas cumuler les fonctions. Il y aura un parlement des identités où chaque identité, pas extra-européenne ou gauchiste, en Belgique sera représentée dans l'Assemblée regroupée en langue flamande et les identités culturelles liées à cette langue, puis de la langue wallonne, bruxelloise et francophone et puis germanophone. L'objectif de cette assemblée sera de préserver les différentes cultures et de les assister dans leurs projets. À l'heure actuelle, les gens ne s'intéressent de moins en moins à la politique. C'est pour cela que lorsqu'ils votent, ils mettent en danger la civilisation occidentale, car ils ne sont pas assez mûrs pour décider du sort de l'Europe. C'est pour cela que les gens lambda, qui seront dans la ruralité et dans les villages, mais aussi dans les villes, il y aura un système référendaire pour des sujets qui intéressent vraiment la population, par exemple l'aménagement urbain, etc. Au niveau de l'enseignement, à l'issue de la fin de la sixième primaire, les élèves avec leurs différents points dans les différentes matières, à la fin de l'année, le directeur et un des enseignants, en regardant la moyenne, pourront soit demander à l'élève ce qu'il veut faire dans la vie et de lui conseiller de s'orienter vers la matière qu'il a été le plus doué depuis les 6 dernières années, et s'il refuse et qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ira dans les secondaires traditionnels. Il pourra choisir aussi, s'il ne veut pas poursuivre des études, de rentrer dans une corporation de métier. Mais le travail dans les champs est seulement réservé aux adultes, car le travail y est éreintant. Par exemple, si l'élève veut, par exemple, devenir historien, il aura un horaire normal, sauf qu'il aura, mais évidemment différemment répartis sur toutes les secondaires, des cours par exemple d'histoire de Belgique, des cours sur les différentes périodes de l'histoire, mais aussi des cours de grec et de latin, etc. Par la suite, s'il réussit ses études, il pourra remettre un travail comme un mémoire ou comme l'équivalent corporatiste des chefs-d'œuvre. Ici, pendant 2 ans, il devra préparer son mémoire et le présenter devant un jury. Dans chaque ville, il y aura un parlement comme celui du fédéral. Au niveau de l'État, le monarque sera absolu et par conséquent, il ne pourra prendre une décision injustifiée, car il rendra justice par rapport à Dieu. Et il peut se faire tirer les oreilles par les corporations, les nobles, le clergé, la population, les villes, etc. Le roi recevra ses sujets régulièrement dans son palais pour prendre la température de la fédération, de même que tous ces princes pourront recevoir leur population dans leur palais. La Belgique sera devenue comme le Saint-Empire romain germanique, sans les défauts de celui-ci. Et si mon système féodal s'exportait en Europe, il ressemblerait à ça. Au niveau européen, l'UE sera abolie. Cependant, l'entité européenne qui la remplacera sera appelée Fédération européenne. Et comme dans la Fédération belge, il y aura le Parlement de la représentation de toutes les différentes populations européennes et identités. Et j'ose espérer que partout en Europe, que cela soit dans la future Fédération germanique avec la famille des Wittelsbach, car catholiques, et les Hohenzollern ont été potes avec les nazis, donc il est hors de question qu'ils soient réinstaurés. De même en Espagne, où Franco avait mis un monarque libéral, Juan Carlos,
Par conséquent, ce sera un carliste qui sera mis sur le trône. Dans la fédération italienne, ce sera la famille royale sicilienne, car Victor Emmanuel III avait été pote avec Mussolini, et donc hors de question que cette famille soit sur le trône. Je suis contre le jacobinisme républicain. Par conséquent, même en temps de guerre, la conscription ne sera pas obligatoire. Seuls les volontaires et l'armée de métier pourront aller se battre. Car on en a marre que nos pères, mères, nos fils, nos filles aussi, car évidemment le gauchisme, c'est l'égalité, mais c'est l'égalité de mourir sur les champs de bataille, tandis que nos dirigeants gauchistes vivent leur meilleure vie. Il y aura des personnes qui vivront dans la campagne et qui pourront, si elles le désirent, si elles ne veulent pas travailler en ville, par conséquent, elles pourront travailler pour un seigneur qui devra leur donner 25% de ses récoltes pour tous ces travailleurs, et un salaire et le logement. Les travailleurs travailleront en fonction des saisons, par exemple en été, quand il fait très chaud, ils pourront avoir 6 heures de pause pendant la journée, mais aussi car ils travailleront beaucoup plus les journées et euh, quand je suis bloqué là, ok. Et un salaire et le logement. Les travailleurs travailleront en fonction des saisons, par exemple en été, quand il fait très chaud, ils pourront avoir 6 heures de pause pendant la journée, mais aussi car ils travailleront beaucoup plus les journées. Les journées étant de 5 heures du matin à 22 heures, généralement en été, ils pourront soit avoir leur pause en 3 fois, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures le soir, soit en un seul bloc. Les privilèges seront rétablis, mais contrairement à la légende noire, les privilèges étant nécessaires, car par exemple un forgeron avait le privilège d'utiliser tel matériel pour forger le manche d'une épée. En particulier, par exemple, au lieu d'avoir la Légion d'honneur, le roi ou ses vassaux pourront décerner un privilège à une personne en particulier, par exemple, si celle-ci a accompli un acte héroïque, par exemple de sauver des gens d'un incendie. Le privilège pourrait être, par exemple, que durant toute sa vie, la personne en question qui aura sauvé d'autres personnes, elle ne paiera plus les transports en commun. Évidemment, la qualité des privilèges dépendront de la gloire de la personne concernée. Le retour au féodalisme est nécessaire et même vital, car il permettra que beaucoup de gens puissent, avec évidemment des avantages sociaux et économiques, pour les inciter à revenir en masse dans les campagnes, à retourner à la terre, aux racines, à redécouvrir les traditions de leurs ancêtres, traditions pour certaines d'entre elles malheureusement éteintes, qu'ils pourront faire revivre. Et j'ai oublié de mettre dans le PowerPoint, mais comme vous le savez, à l'époque, il y avait des jours chômés, notamment durant les fêtes religieuses, et dans le nouveau système féodal que j'aimerais mettre en place si j'étais à la tête de l'État, j'aimerais que, comme à l'époque, il y ait 90 jours de congés par an, notamment pour les fêtes religieuses, parce que ce sera de nouveau une société très religieuse, parce que on va pas se le cacher, mais 20 jours de congés par an aujourd'hui, c'est vraiment ridicule. À l'époque, ils avaient quasiment 4 fois et demi plus de congés que les travailleurs actuellement, parce qu'il y avait toutes les fêtes religieuses. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la Vierge Marie aussi vous garde, que Dieu sauve l'Occident, que Dieu sauve la Belgique, et vive le roi. À bientôt pour une prochaine vidéo.